Salut, c'est Macha et je vais te dire quelque chose que tu vas probablement trouver complètement dingue, mais je t'invite à écouter l'ensemble parce que si tu t'arrêtes à la première phrase, tu vas te dire elle est complètement perchée celle-là. Tu n'as pas intérêt à ce que tes symptômes s'arrêtent trop vite ou s'apaisent trop vite. Tu n'as pas intérêt à ce que tes crises de boulimie ou d'hyperphagie s'arrêtent d'un coup, à ce que la cigarette ou le tabac sortent de ta vie brutalement, à arrêter les médicaments, à arrêter tous les symptômes qui te font souffrir. Plus précisément, tu n'as pas en fait intérêt à ce que ces symptômes s'arrêtent tant que tu n'as pas assez de sécurité intérieure en toi. Je dis pas tant que tu n'as pas 100% de sécurité intérieure en toi, t'as pas besoin d'avoir tout résolu, t'as besoin d'avoir suffisamment de sécurité dans ton corps, donc d'avoir un système nerveux qui a une fenêtre de capacité suffisante, qui est suffisamment régulée pour pouvoir te passer de ces symptômes. Il y a un piège énorme dans la manière dont on aborde les dépendances, les addictions, les compulsions, c'est de ne regarder que le symptôme et de considérer que c'est le symptôme qui détermine tout. La première chose, c'est que c'est pas parce que ton symptôme s'apaise que ça va durer et que tu es suffisamment en sécurité. Un symptôme, il peut s'apaiser parce que tu rencontres quelqu'un et tout à coup ça va mieux, parce que tu changes de job, tout à coup ça va mieux, parce qu'il y a du soleil, parce que tu as un rééquilibre hormonal, parce que peu importe, il peut y avoir une raison extérieure qui fait que ton symptôme s'apaise, mais ça veut pas forcément dire que tu es allé résoudre en profondeur ce qui fait que tu as besoin de ta dépendance, et donc ça veut dire que ça va revenir à un moment donné. Un symptôme peut aussi s'apaiser ou disparaître parce qu'il est remplacé par un autre symptôme. Et souviens-toi qu'une dépendance arrive jamais toute seule. C'est-à-dire qu'il y a un terrain qui est favorable à la dépendance. Et en général, t'es pas juste boulimique ou alcoolique ou addict à la drogue ou aux substances. En général, il y a un ensemble. C'est-à-dire que tu vas soit avoir plusieurs addictions en même temps, soit osciller entre les addictions et la dépendance affective, les relations douloureuses. Parfois, tout à coup, tu auras tellement souffert en relation que tu vas plus du tout avoir de relation, tu vas te mettre dans un type d'attachement plutôt évitant, mais par contre, tu vas te mettre à consommer de l'herbe ou des médicaments ou de la nourriture. Et puis peut-être que tout à coup, tu vas passer en mode hyper contrôle alimentaire, compter tes calories, ne plus rien manger, mais à la place, tu vas fumer. Et donc, dans ma manière de voir les choses, la substance ou le comportement que tu consommes a assez peu d'importance. Je pose tout de suite une nuance importante, qu'on vienne pas me dire « Ah, tu fais l'apologie des dépendances et tu fais l'apologie de trucs dangereux ». Il est évident qu'il y a des dépendances qui présentent un danger immédiat et qu'il y a des dépendances qui empêchent aussi le travail thérapeutique. Et parfois, bien sûr, dans ton cheminement, dans le cheminement d'une personne, il va falloir sevrer parce que la personne est en danger de mort ou parce que elle risque de se mettre en danger, bien sûr. Mais moi, les personnes auxquelles je m'adresse et avec lesquelles je travaille, ce sont rarement des cas spectaculaires en fait. C'est souvent des personnes qui vivent avec leurs symptômes en secret, souvent de manière socialement acceptable parce qu'elles ont déployé des stratégies pour se cacher. Et elles vivent comme ça pendant des années, parfois des dizaines d'années, avec des personnes qui vont faire des crises de boulimie tous les jours, parfois se faire vomir tous les jours, ou être dans un contrôle alimentaire quotidien, qui vont éventuellement fumer énormément, mais bon, c'est souvent assez accepté, qui vont parfois boire beaucoup en cachette. Elles vont pas forcément se mettre des cuites spectaculaires, mais elles vont se servir un verre dès qu'elles rentrent à la maison et peut-être boire toute la soirée. Donc, à mon sens, on attache énormément d'importance à comment est-ce que tu es dépendant, qu'est-ce que tu consommes, dans quelle quantité, et encore trop peu à ce que vit la personne derrière, même si c'est en train de changer. Donc, à mon sens, le risque, quand on est dans des techniques où on va essayer de se débarrasser du symptôme, surtout de manière passive, eh bien, c'est que on fasse un transfert de symptômes ou que la personne se dise « ouf, ça va mieux » et qu'elle lâche sa démarche thérapeutique. Et ça, c'est le piège du soulagement. C'est vraiment le thème de cette vidéo. Je
Je m'appelle Masha Zaba, je suis thérapeute du lien depuis 2019. J'accompagne des personnes qui vivent des dépendances. On ne va pas venir désactiver les symptômes, on va venir apporter la sécurité intérieure qui manque et on va venir l'apporter grâce à la relation. C'est pour ça que dans la plupart de mes espaces, je propose du groupe de rencontres humanistes parce que c'est exactement le cadre qui va te permettre de te rencontrer toi-même. C'est des espaces dans lesquels tu peux pas tricher, des espaces dans lesquels ce qui te fait souffrir et te maintient dans la dépendance va être mis en lumière au contact du groupe. Et c'est des endroits dans lesquels tu vas pouvoir traverser ces douleurs, traverser ces difficultés et les dépasser grâce au lien. Ce qui fait que, au lieu de chercher à hacker, à désactiver les symptômes, on les laisse vivre et on s'occupe du reste, de la sécurité relationnelle, de la sécurité dans ton système nerveux, de ta connexion à toi, de ta manière d'être en lien avec les autres, et les symptômes vont bouger tout seuls de leur côté. Et ce qui se passe souvent, en fait, c'est que au bout de quelques groupes, les personnes se rendent compte que, tiens, les symptômes ont changé de forme. Les crises sont moins spectaculaires, elles ont moins besoin de boire, elles ont moins besoin de fumer, elles mettent plus de conscience. Il y a un espace qui se crée entre elles et le symptôme, et petit à petit, elles vont se rendre compte qu'en fait, le symptôme perd de son sens, perd de son efficacité. Donc c'est une approche qui est assez différente de la plupart des approches classiques dans lesquelles on va s'occuper surtout de ce symptôme et essayer de le désamorcer. Ça peut créer une sensation de lutte et un sentiment d'échec. Alors évidemment, le symptôme, il a des choses à dire et dans le travail qu'on fait, on voit aussi comme les retours du symptôme signifient quelque chose. Mais c'est souvent là qu'on se raconte de fausses histoires. Le symptôme peut revenir très fort parce que ça bouge beaucoup, parce qu'on a touché un endroit très délicat, parce qu'on s'apprête à abandonner une identité, parce qu'on s'apprête à vivre quelque chose de nouveau. Le retour d'un symptôme, ça peut être aussi, tout à coup j'ai beaucoup de joie dans ma vie et je sais pas quoi en faire parce que ce n'est pas une sensation dans laquelle je suis confortable. Ça c'est complètement contre-intuitif, parce que on se dit, bah moi bien sûr que je veux ressentir de la joie et de la sérénité, de la tranquillité. Oui, mais les personnes qui viennent dans mes espaces sont souvent des personnes pour qui ce qui est familier, c'est le chaos, c'est l'imprévisibilité, c'est la difficulté. Et donc, quand elles vivent de la joie ou de la tranquillité, tout à coup, ça fait peur. Ça semble pas logique, mais c'est la logique du système nerveux. Donc, bien sûr que le symptôme, il va montrer les mouvements intérieurs, mais attention à ce qu'on se raconte dessus, parce que souvent, on voit les choses comme s'il y a un symptôme, c'est que je vais pas bien. S'il n'y a plus de symptômes, c'est que je vais bien. Non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Le piège du soulagement, c'est donc on arrive en thérapie ou en accompagnement parce que on a peur ou parce qu'on sent qu'on peut plus continuer comme ça. On veut une solution pour arrêter la douleur. Et puis on trouve un espace où ça fonctionne. Et le piège, c'est ça va mieux. Et du coup, je vais reprendre ma vie comme avant. Je vais reprendre ma manière d'être en relation. Je vais tout laisser tomber. Je vais me lâcher. Je vais me lâcher la main. Et on est dans cette illusion que ça va mieux, j'ai plus besoin d'être accompagnée. Souvent, c'est un moment aussi où j'ai des clientes qui me disent moi, dans ces moments, ça y est, je me vois écrire un livre, raconter comment je me suis sortie de mes compulsions, de mes addictions. C'est un moment d'euphorie, mais c'est souvent une euphorie déclenchée par un événement extérieur et qui va pas durer. Et le risque, c'est quand ça va mieux, de tout lâcher, de lâcher exactement le travail qu'on a besoin de faire. Finalement, c'est quand ça va mieux que tout commence. Et ce que je dis souvent, c'est ne vous occupez pas de vous que quand ça va mal. Autorisez-vous à vous occuper de vous quand ça va pas mal. Quand vous savez pas trop de quoi vous allez parler en thérapie, parce que justement, vous n'avez pas un sujet brûlant sur le feu. Parce que vous n'êtes pas en crise aiguë. Parce que vous n'êtes pas en SOS. Autorisez-vous à profiter de ces moments, parce que c'est dans ces moments que vous allez aller plus loin que d'éteindre des incendies. En parlant d'incendie, il y a une image que j'aime beaucoup donner et qui illustre justement pourquoi c'est pas forcément bien que le symptôme s'arrête trop vite. Quand des pompiers interviennent sur un feu qui a pour origine une fuite de gaz, est-ce que tu sais la première chose qu'ils font? Ils sécurisent le périmètre. Et surtout, ils n'éteignent pas le feu.
Parce que s'ils éteignent le feu, ils ne retrouveront plus l'origine de la fuite de gaz. Donc la première chose qu'ils font, c'est laisser le feu, en sécurisant évidemment, et ils vont chercher la racine, l'origine de la fuite, et ils vont couper l'arrivée de gaz. Et ensuite, ils vont s'occuper du feu. Dans mes espaces, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pas on laisse tout cramer, vas-y, on s'en fout, on s'occupe pas de ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas assez vite ressentir un soulagement au contact du groupe. Tu vas assez vite te dire « Ah oui, d'accord, je comprends ce que je fais là, je suis avec des personnes qui me ressemblent, pas parce que c'était sosie, mais parce qu'elles ont cette vision du monde similaire, cette sensibilité, cette manière de voir les choses, ce sentiment de décalage par rapport aux autres. Tu vas te sentir à la maison, tu vas te sentir au bon endroit. Et ça ne va pas résoudre tes symptômes, mais ça va t'apporter un soulagement que peut-être tu n'as jamais ressenti. Et ce soulagement, il va pas résoudre miraculeusement tes crises ou tes addictions, mais il va apporter de la respiration. Et c'est ça qui équivaut à mettre de la sécurité. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est que tu reçoives suffisamment de sécurité pour que les symptômes te lâchent d'eux-mêmes. Une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est à quel point on essaye de comprendre pourquoi. Et bien évidemment que c'est important de comprendre pourquoi les symptômes. Et notamment, je pense que ce qu'il est très important de comprendre, c'est la fonction des symptômes. C'est de comprendre que c'est un mécanisme de régulation. C'est de comprendre que c'est un mécanisme de régulation qui est là parce que la personne ne se sent pas en sécurité avec elle-même et avec le monde, et que le comportement addictif, le comportement compulsif, que ce soit une crise, que ce soit scroller sur son téléphone, que ce soit enchaîner les dates sur les applis de rencontres, que ce soit regarder des sites d'adultes, que ce soit... en fait, peu importe ce que c'est finalement. C'est là parce que la personne, elle a un besoin de lien qui n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas entourée, ça veut dire qu'elle ne se sent pas en lien, ni avec elle, ni avec les autres, ni avec le monde. Et les sensations dans son corps d'être séparée du monde, de ne pas être en lien, sont tellement insupportables et impossibles à nommer. Parce que là, on n'est pas en train de parler de manger ses émotions. C'est tellement insupportable qu'elle a besoin d'utiliser un substitut de lien. Quand elle attrape son paquet de clopes, quand elle mange, quand elle attrape le téléphone, c'est un substitut de lien. Elle cherche quelque chose et c'est une manière de se réguler. Donc, c'est très important de comprendre ça, oui. Le problème, c'est que déjà, beaucoup de personnes cherchent désespérément pourquoi elles ont un symptôme et dans leur histoire et machin truc. Et une fois qu'elles ont tout compris, elles sont pas plus avancées. Et en plus, ce que je viens de dire sur la fonction du symptôme, souvent ça, elles ne le savent pas. Donc, elles restent dans une quête de compréhension de ce qu'elles croient être un problème, un dysfonctionnement, alors que c'est pas du tout un dysfonctionnement, c'est une réponse tout à fait sophistiquée et intelligente à un besoin de régulation et de lien. Et en plus, elles se perdent dans l'analyse et les thérapies par la parole et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans l'ici et maintenant et dans le lien, en fait, elles se regardent comme un objet de curiosité qu'elles essayent de comprendre. C'est comme si elles avaient cet objet qu'elles tournaient dans tous les sens en essayant de comprendre pourquoi il est cassé et comment le réparer. Et en fait, ce qui fait qu'on se libère de ces dépendances, c'est pas de comprendre à l'infini, c'est de vivre l'expérience de la sécurité de manière suffisamment stable et répétée pour que le système nerveux apprenne à se réguler autrement que par les dépendances et comprenne que, sous certaines conditions, un lien, une relation peut être extrêmement nourrissante. Il y a des personnes dans mes espaces qui n'ont jamais fait avant les groupes l'expérience d'être en lien. Je voudrais te dire une dernière chose, c'est que la disparition du symptôme, la disparition temporaire n'est pas un signe de guérison. Et le retour d'un symptôme n'est pas forcément une rechute. La manière dont on regarde ce qui se passe est extrêmement important. Parce qu'en fait, ce qui fait souffrir, c'est pas uniquement le comportement lui-même, c'est pas uniquement le symptôme, c'est aussi toute la charge qu'on lui donne. Et moi, ce que je déplore un petit peu, c'est que dans la sphère thérapeutique, dans l'accompagnement, souvent on va entretenir cette idée que ton symptôme est très très grave et tu dois vite t'en débarrasser.
Encore une fois, avec toutes les nuances à donner, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que les symptômes c'est génial et qu'il faut vivre avec toute sa vie. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste que ça n'aide personne de mettre cette charge et cette pression et cette urgence à des personnes qui vivent avec leurs symptômes depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Pour la plupart, elles sont pas à quelques semaines près et justement, elles ont besoin d'espace et d'arrêter de s'occuper de ce symptôme, de se désagripper. D'ailleurs, dans les clés incontournables pour se libérer de ses dépendances, qui est un de mes modules en ligne, on a fait une pratique de désagrippement du symptôme, une pratique somatique que tu pourras retrouver dans l'atelier numéro 2. Je te mets le lien en commentaire parce que pendant le mois d'avril et le mois de mai, c'est un module que j'offre à moins 50% parce qu'il est en mise à jour. Donc le regard qu'on porte est extrêmement important et ça va apporter une charge plus ou moins grande. Ce qui va se passer aussi dans mes espaces, c'est que les symptômes ils vont pas disparaître dans les premières semaines. Par contre, la manière dont ils sont vécus par les personnes est très différente. Ce qui fait que d'abord, le symptôme en lui-même va perdre de la charge. Par exemple, la personne va se rendre compte que oui, elle fait des crises, mais elle en fait moins, ou moins souvent, ou ça s'arrête plus tôt, ou moins spectaculaire. J'ai fait sans médicaments, mais pas parce que je me suis forcée, parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. Ou elle va se dire ah non là je suis fatiguée d'être sur les applis de rencontres et de multiplier les dates, j'en peux plus. Donc ça va pas être un mouvement volontaire d'arrêter, ça va être un mouvement où il se passe d'autres choses dans leur vie et du coup elles ont moins besoin de beaucoup donner de place à leurs symptômes. Mais la deuxième chose aussi, c'est que comme le symptôme perd de sa charge émotionnelle, elles apprennent en fait à passer à autre chose. Se désagripper, c'est aussi, bon bah j'ai fait ma crise, j'ai pas besoin de me punir pendant 3 jours en fait pour cette crise. Cette crise, elle peut prendre juste la place qu'elle a prise sur le moment. J'ai pas besoin ensuite de passer des jours à me forcer à pas manger, à me mettre au régime, à faire du sport, à machin truc, à me punir et repartir sur la prochaine crise. J'ai pas besoin de passer 3 jours à me dire oh là là, j'ai fait une crise, j'ai refait une crise, mais pourquoi j'ai fait une crise? En fait, c'est bon, j'ai fait une crise. Je sais peut-être pourquoi, je sais peut-être pas pourquoi. En fait, c'est pas ça qui est important. Je passe à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'elles vivent aussi dès les premières semaines d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va désamorcer cette énorme charge qu'on donne aux symptômes. Voilà, j'ai fumé ma clope, bon bah je passe à autre chose. J'ai pas besoin ensuite mentalement de rester agrippée à ah mais pourquoi je fume, mais il faut que j'arrête. Bon bah t'as fumé quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Masha Zaba, thérapeute du lien. Je te propose différents espaces. L'espace dans lequel tu peux entrer si tu me découvres et que tu es curieuse ou curieux, que tu as envie de découvrir mais que tu n'as pas envie de t'engager dans un accompagnement, c'est les clés incontournables. Si tu souffres encore de symptômes, les clés incontournables, donc à moins 50% en avril et en mai, donc à 60 € au lieu de 120. Et on va vivre encore un atelier au mois d'avril. Et j'en dis pas plus, mais il y a d'autres ateliers interactifs prévus plus tard. Et donc là, tu vas avoir vraiment toutes les ressources de base pour changer de regard sur ton symptôme et pour commencer à amorcer un changement. Attention, c'est une porte d'entrée. Je l'ai dit dans la vidéo, ce qui fait que tu vas vraiment te libérer, c'est pas de comprendre uniquement, c'est de vivre des expériences qui engagent ton corps, qui engagent ton cœur. Et pour ça, rien de tel que le lien et donc rien de tel que le groupe. Le deuxième espace auquel je t'invite, qui est donc nettement plus engageant, c'est l'espace du refuge et des groupes de rencontres humanistes. Et les groupes de rencontres, c'est là où tu vas tout de suite voir ce qui te fait souffrir dans la relation, ce qui te met en insécurité, et tu vas pouvoir au contact du groupe le changer et aussi apprendre à connecter à ton corps, pas de manière intellectuelle, mais en direct, en passant par les autres. Le troisième espace dans lequel je t'invite, qui est le plus engagé, mais qui aussi va te permettre une transformation profonde, mais donc c'est aussi un espace qui va te demander un engagement profond, c'est-à-dire que pour entrer dans cet espace, il faut déjà que tu aies une certaine conscience de toi, il faut que tu prennes tes responsabilités dans ce qui t'arrive, et donc c'est pas forcément pour tout le monde à tout moment, c'est le mentorat privé, qui est l'alliance de l'individuel et du groupe, donc l'alliance du refuge et du fil d'or. Le fil d'or, c'est mon espace d'accompagnement individuel. Et dans le mentorat privé, pendant 6 ou 12 mois, on est ensemble. Et là, tu vas vivre à la fois les groupes du refuge
et en même temps un espace de grande proximité avec moi où on va échanger quasiment tous les jours de la semaine sur un canal Telegram privé avec une consultation individuelle par mois en visio. L'alliance des deux va te permettre de vivre à la fois l'exigence émotionnelle du groupe et en même temps la sécurité de l'individuel, sachant que quand tu travailles avec moi, c'est pour vivre de la congruence. Tu n'es pas là juste pour être rassuré, soutenu, enveloppé, même si tu vas probablement l'être, mais tu es surtout là pour qu'on te parle avec vérité. Donc je te laisse regarder dans la description, je t'ai mis également des ressources offertes que tu peux télécharger librement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser un like si cette vidéo t'a aidé, t'a parlé, et tu peux aussi la partager avec une personne qui compte pour toi et à qui tu penses que ça pourrait apporter quelque chose. Je te remercie infiniment d'avoir écouté, d'avoir été là, et tu peux te remercier toi aussi de t'être offert ce moment d'écoute. Une dernière chose qui est importante, quand tu écoutes une ressource, prends 1 ou 2 minutes à la fin pour noter ce que tu as envie de garder, ce que tu n'as pas envie d'oublier, et je t'invite à l'écrire en commentaire pour vraiment venir ancrer avec quoi tu repars. Tout ce temps que tu viens de passer à m'écouter, au lieu que juste ça te traverse comme quelque chose qui était intéressant, ça va vraiment te permettre d'imprimer quelque chose en toi. Je te dis à tout bientôt.